Pour finir avec les petites modifications du Finder, si vous avez une clé USB ou un disque actuellement monté sur la machine, un clic droit, donc en utilisant le menu contextuel du Finder, vous permettra ici d'obtenir directement les options de chiffrage. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de passer par utilitaire de disque pour le faire. Et vous allez pouvoir ici directement lancer le chiffrage. C'est exactement la même chose que ce que l'on fait via utilitaire de disque ou lorsqu'on utilise le cryptage intégré dans Time Machine, c'est-à-dire qu'on va chiffrer la totalité du disque, ce qui suppose que l'on va l'effacer, donc n'activez pas n'importe où, n'importe comment, réfléchissez avant. Et à partir de là, vous avez la fenêtre vous demandant de créer un mot de passe que vous pouvez ou pas mémoriser et vous allez chiffrer la totalité du disque. Mountain Lion apporte de petites modifications par-ci par-là. Si par exemple on va sur le Launchpad, on a déjà vu l'icône de progression avec le message indiquant le nombre de MO restant à télécharger, mais vous remarquerez surtout ici la fenêtre de recherche qui vous permettra en quelques clics de retrouver le logiciel que vous souhaitez. Même si on ne peut pas vraiment classer soi-même ces logiciels, à part manuellement et un par un, il devient tout de même beaucoup plus facile d'utiliser cette fonctionnalité. En dehors du Launchpad, Dashboard a également eu sa petite modification. Sur son aspect général, non, mais si vous appuyez sur le bouton plus pour rajouter des widgets, vous allez ici accéder à une bibliothèque qui est rangée un petit peu à la mode iOS, avec également une fenêtre de recherche pour aller plus vite si vous en avez beaucoup, et la possibilité de créer des dossiers, exactement comme on le fait sur les appareils iOS. Comme à chaque mise à jour, dans les préférences système, on a désormais de nouveaux fonds d'écran. Donc si vous avez dans les fonds d'écran Apple, vous allez avoir quelques nouveaux fonds en haute résolution. Mais vous remarquez surtout ici de nouvelles options de diaporama pour l'économiseur d'écran qui utilise bien sûr vos images iPhoto avec un aperçu ici directement. Vous pouvez cliquer sur le bouton aperçu pour passer en plein écran et visualiser les différentes options de l'économiseur. Donc ça c'est Cat Burns classique, imaginons la mosaïque. Et ainsi de suite. Puisque nous sommes dans les préférences système, remarquez que la rubrique accessibilité a été nettement améliorée avec des regroupements qui sont quand même beaucoup plus faciles, notamment en fonction du type de déficit. Et vous avez ici la possibilité d'activer ou non les options que vous souhaitez. Autre zone qui a été remaniée, la rubrique moniteur qui n'affiche plus les résolutions à proprement parler, mais vous donne simplement des options d'optimisation. Sur le MacBook Pro Retina, vous aurez en plus un certain nombre de possibilités pour augmenter ou non l'affichage. Remarquez qu'en passant par à l'échelle, vous retrouvez la configuration habituelle. Puisque nous y sommes, remarquez la recopie vidéo AirPlay. Si vous avez une Apple TV accessible sur le réseau, vous allez pouvoir afficher votre écran de façon simultanée sur la télévision ou sur l'écran raccordé à l'Apple TV et vous en servir comme moniteur. Parmi les regrets, on ne peut pas utiliser le moniteur en supplément. Il s'agit de l'affichage symétrique d'une recopie vidéo totale et vous ne pourrez pas non plus bénéficier d'un affichage complet, c'est-à-dire que si votre écran utilise 1920, vous n'allez pas afficher sur 1920. Dernière chose, l'icône dans la barre de menu, qui peut être ou pas activée, puisque je peux la faire disparaître si je ne souhaite pas, se colore en bleu lorsque la recopie vidéo est active, et vous pouvez ici choisir de désactiver directement. Toujours dans les préférences système, Mission Control dispose d'une option supplémentaire qui permet de grouper les fenêtres ou non par application. Si j'ouvre plusieurs fenêtres, donc j'utilise Mission Control, je vais avoir un groupement par application.
Si je retourne sur mes préférences système et que je dégroupe les applications, je vais avoir ici un éclaté, c'est-à-dire toutes les fenêtres seront visibles en une seule fois. Maintenant, si vous avez énormément de fenêtres, la visibilité est d'autant plus réduite, car elles chercheront toutes à avoir une petite place sur votre affichage. Donc vous pouvez ou non grouper par application. Time Machine a également eu ces petites modifications. La première est qu'il n'existe plus de fonction de verrouillage des documents après X temps. Cette option a disparu tout simplement des possibilités de Time Machine. Vous allez pouvoir donc configurer un disque. Je vais utiliser un premier disque. Mais remarquez qu'une fois que j'ai configuré un premier disque, j'ai toujours un bouton pour choisir un disque, car désormais je peux faire plusieurs sauvegardes Time Machine sur plusieurs disques ou supports différents. Si je clique sur choisir un disque, il me marque le disque principal que j'ai déjà configuré et il va me proposer les autres disques. À partir de là, je vais donc pouvoir avoir différentes sauvegardes. Elles seront systématiquement complètes, c'est-à-dire qu'il ne se base pas sur ce qu'il a déjà sauvegardé sur un disque ou l'autre. Vous ne risquez pas d'avoir de perte entre les deux et vous allez pouvoir ainsi avoir plusieurs disques configurés, ce qui vous permettra par la suite de les mettre à jour de façon différente. Par exemple, un disque à la maison, un disque au travail ou chez un ami. Je vais donc configurer un deuxième disque. Les deux, donc il me propose de remplacer le disque, le premier disque de sauvegarde, ou bien d'effectuer une sauvegarde sur les deux disques. Si je veux les deux, je dis utiliser les deux. À partir de là, je vais donc avoir deux disques disponibles pour ma sauvegarde Time Machine. Et si par la suite, je souhaite en rajouter un troisième, c'est parfaitement possible. Bien évidemment, je peux changer d'avis. En cliquant sur ajouter ou supprimer des disques de sauvegarde, je vais ici supprimer le disque. Il ne supprimera pas les sauvegardes préexistantes, c'est-à-dire celles qui ont été enregistrées, mais vous ne l'utiliserez plus et vous ne le mettrez plus à jour lorsque vous connecterez cet élément. Ceci n'est pas une nouveauté, mais l'option a été déplacée. Lorsque l'on double-clique sur la fenêtre, la barre de fenêtre d'une application, on a la possibilité de la faire se réduire dans l'icône de l'application ou bien dans la partie droite, et cette option qui auparavant était dans l'option générale est désormais dans le dock. Donc si je décoche, désormais ma fenêtre va aller se réduire dans le dock. De la même façon, placer dans le dock en double-cliquant sur la barre de titre est également déplacé sur le dock, ce qui est un petit peu logique, directement dans les options du dock et non plus dans la rubrique générale. Enfin, lorsque l'on est sur une fenêtre et que l'on souhaite passer en plein écran, sur une fenêtre d'application par exemple, je retourne dans Safari, pour passer en plein écran, jusqu'à présent, seul l'écran qui disposait de la barre de système et du dock, c'est-à-dire l'écran principal, acceptait le plein écran. Désormais, si votre fenêtre est placée sur un écran secondaire et que vous passez en mode plein écran, c'est sur cet écran secondaire que cela va se faire. Donc, ce qui peut être pratique si vous avez un écran de plus grande résolution. La fonction partage d'écran du Finder a été également un petit peu boostée. Si je vais ouvrir un appareil distant, j'utilise partage d'écran. Donc j'ai ici mon écran distant, je vais pouvoir envoyer et copier des documents directement. Auparavant, c'était une fonction qui était réservée à l'application Remote Desktop et donc désormais, je peux transférer directement des fichiers dans un sens et dans un autre sur un ordinateur distant et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que je peux récupérer un fichier sur un ordinateur distant et la recopier chez moi. Et ça uniquement avec partage d'écran. Une petite mise à jour qui ne justifie pas d'un chapitre particulier. Dans TextEdit, lorsque vous avez du texte à proprement parler, vous pouvez zoomer la fenêtre pour pouvoir lire plus facilement ce qui est écrit. Cela ne changera pas la taille du texte par défaut, mais simplement vous permet de zoomer sur des zones par exemple qui seraient peut-être trop petites. Le tout se fait avec 2 doigts en pinçant et en écartant. Directement hérité de AirPlay, on va pouvoir, dans la rubrique son désormais, choisir en sortie soit une Apple TV, soit des enceintes branchées sur une borne AirPort. Et ceci
va pouvoir se faire bien sûr pour iTunes, mais également pour tous les sons qui vont sortir du Mac. La méthode la plus simple est d'afficher le volume dans la barre de menu et vous pourrez en appuyant sur la touche Alt faire apparaître ici les périphériques possibles de sortie. Donc par exemple là je peux utiliser les enceintes de la télévision branchées sur l'Apple TV. Photobooth, de la même façon que les autres applications, dispose désormais d'un bouton d'export et parmi ces différentes options, vous allez pouvoir par exemple choisir l'image comme image de compte utilisateur, comme image de profil pour message, mais aussi changer directement l'image du profil Twitter qui a été configuré sur le Mac. Bien évidemment, les images peuvent être également envoyées sur les différentes options, telles que toutes les autres images sur l'ordinateur.